Eh bien bonsoir tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous lire une histoire tirée du livre Merveilles et légendes de Brocéliande. On verra mieux comme ça. Donc Merveilles et légendes de Brocéliande par Xavier Husson, paru aux éditions Au bord des continents. Alors les éditions Au bord des continents, on risque d'en lire pas mal sur cette chaîne, puisque c'est mes éditions préférées, je les trouve vraiment géniales. Il y a des histoires fantastiques, féeriques, j'aime bien l'univers que ces éditions partagent. Et je vous lirai pas les livres en entier, évidemment, pour des raisons de droit d'auteur, mais je vous invite à vous procurer ces livres si vous en avez l'occasion. On va essayer de lire 3 à 4 histoires par livre maximum, sachant qu'il y en a une quinzaine en général. Voilà, c'est pour éviter de divulguer l'ensemble du livre. L'idée, c'est de faire un teaser. Voilà. Et donc, l'histoire qu'on va lire aujourd'hui, elle s'appelle La bûche d'or. Et c'est parti. Avec la nuit, le froid était devenu plus mordant. Lentement, la lune s'extirpait à grand-peine des griffes acérées que tendaient les arbres fantomatiques vers un ciel étoilé, dépourvu de nuages. De toute sa pâleur, la belle de nuit révélait une forêt scintillante, blanchie par le gel. Au centre d'une petite clairière, dégagée l'hiver précédent par de rudes bûcherons, 3 charbonniers, chaudement vêtus, gardaient une fouée auprès de laquelle ils tentaient de se réchauffer. La meule de bois, couverte de terre, se consumait doucement. Une épaisse fumée s'élevait dans l'air glacé. C'était une froide nuit de Noël, et en ce soir si particulier, la coutume voulait que l'on tirât au sort qui aurait en charge de veiller la fouée, de prendre garde qu'elle ne s'éteignît. Ses compagnons auraient ainsi le privilège exceptionnel de quitter la forêt pour gagner le village, prendre part à la messe de minuit, et juste après la sainte messe, profiter d'un généreux bol de soupe fumant, agrémenté de lard et d'un peu de fromage. Mado e beneghe, quelle belle opportunité. Ce soir-là, le sort voulut que Jawen, le plus jeune des 3, saisit la courte paille de ses doigts gourds. Donne, pas possible que c'est, qu'il pensa en lui-même, jugeant d'un œil désabusé ce bout de brindille ridicule. Le cœur gros, Jawen suivit du regard la lueur vacillante des 2 lanternes, avant qu'elles ne disparaissent, mangées par l'épaisseur du sous-bois. Et bientôt il n'y eut plus que d'épars craquements secs, estompés de loin en loin. Puis, plus rien, juste le silence de la nuit. Le jeune charbonnier restait seul avec l'hiver, isolé du monde, seul à veiller sa fouée. Au début, il s'affairait vaguement, tournait autour de la meule, mais sans vent ni risque de pluie, il se trouva vite désœuvré. Il restait là, ballot, les mains au fond des poches. Il poussa la chantonnette, fit résonner sa guimbarde, mais le métal lui mordait les lèvres et le cœur n'y était pas. Il fit les 100 pas, puis finit par s'asseoir, au plus près qu'il put, de la meule fumante, à se frotter ses mains noircies. Jawen s'abandonna à ses pensées. Les minutes semblaient des heures. En tailleur, les bras croisés, recroquevillé sur lui-même, les pensées devinrent des songes, les songes des rêves. Et dans la nuit alentour, la forêt glacée scintillait à la lumière spectrale de l'astre mort. Le jeune charbonnier se réveilla piqué par le gel, son vêtement recouvert d'une pellicule de neige. Autour de lui, tout était blanc, et la fouée ne fumait plus. Il se redressa vivement pour s'ébrouer, tapant des pieds tant ils étaient engourdis. Jawen se désolait de pareilles bêtises. Il pestait, s'attribuait tous les noms d'oiseaux, se lamentait sur son misérable sort. Lorsqu'il avisa, au-dessus des arbres, là-bas, dans la nuit, une lueur rougeâtre et quelques flammes qui s'élevaient à une hauteur prodigieuse. Il pensa que d'autres charbonniers, dont il ignorait la présence, avaient allumé une belle flambée pour se protéger des tourments de la neige. Jawen, tout heureux de ce providentiel voisinage, quitta d'un preste pas sa clairière en direction d'où brûlait le feu. Il pourrait s'y réchauffer un temps et demander quelques tisons ardents pour relancer sa fouée. S'il ne fut pas bien difficile de s'orienter, le chemin au cœur de la forêt était ardu. Il fallait composer avec les fossés, taillis et ravines. Il fallait composer avec la neige sur le sol gelé. Jawen se perdit en bien des détours.
C'est alors qu'au sortir d'une coulée, d'entre les arbres, il aperçut au-devant de lui les flammes généreuses d'un large foyer situé au beau milieu d'une clairière. Enfin, à cet instant, minuit sonnait. Il reconnut le clocher lointain des forges de Pimpon. Le jeune imprudent sut qu'il se trouvait aux abords de la creusée de Tressilien, un lieu étrange dont la légende affirmait que s'y rassemblaient les divinités de la forêt pour y célébrer certains rites oubliés du monde des hommes. C'est pas qu'il était poltron, Jawen, pas plus que superstitieux. Pourtant, il sentit germer en lui un brin d'inquiétude. Peut-être valait-il mieux rebrousser chemin que de tenter le diable. Mais il avait si froid et sa fouet était éteinte. Dans ces conditions, il devait rester courageux. Non, il ne fallait prêter aucune attention aux calembredaines de bonnes femmes à la langue trop pendue. Il décida de s'avancer plus en avant, à les juger par lui-même. Dame, il était de la famille des charbonniers, un gars des bois. Il était ici, chez lui. Et si inquiétantes qu'elles furent, les silhouettes noires et crochues des arbres n'allaient pas le faire changer d'avis. Même à sembler se mouvoir d'une lenteur extrême, telle cette branche. Et cette autre, se lever, se dresser, se tendre pour saisir Jawen le charbonnier, soudain saisi d'épouvante, car chacun des troncs semblait se dédoubler, et des êtres filiformes s'en détacher, s'extraire de l'écorce. Quelqu'un lui prit la main, alors il vit dans la lueur rougissante du brasier, un joli visage auréolé d'une chevelure auburn, et baissant le regard, Jawen découvrit que le froid de l'hiver ne semblait en rien atteindre la charmante créature. Son autre main fut saisie à son tour, et ces ombres inquiétantes qu'il craignait l'instant d'avant se révélèrent comme autant de nymphes de la forêt. Dans ce qui ressembla à une farandole silencieuse, les êtres merveilleux entraînèrent le jeune humain vers la clairière magique de Tressilien. Leurs pas étaient légers dans la neige poudreuse. Pas un mot ne s'échappait, juste des rires, des petits rires aussi légers que la course folle de la farandole. Emporté dans cette course irréelle, toutes ses peurs s'évanouirent par enchantement, et sans appréhension, il jaillit hors de la lisière, tel un jeune faune bondissant parmi les nymphes. Le brasier était immense, dressé haut dans la nuit. Les brindilles qui s'en échappaient dansaient au ciel avec les étoiles revenues. Une douce chaleur inondait la creusée, au point que de neige il n'y avait point. Tout autour de ce grand feu gesticulaient en des gigues facétieuses, elfes et lutins des bois, au son de grelots joyeux. D'ordinaires adversaires, les parisettes, coiffées des 4 saisons, tournoyaient au bras de tourmentines échevelées, et Robin Goodfellow, ce coquin d'outre-Manche, le petit cornu à la queue de lièvre, faisait résonner sa cornemuse, loin dans la profondeur des bois. Et les sylvains, faunes et nymphes, tous les esprits de la forêt, étaient présents pour célébrer le bel hiver, car les êtres de la forêt aimaient à célébrer chaque saison recommencée. Et là, parmi cette fabuleuse assemblée des autres mondes, à l'orée du grand feu, se chauffait le maître de cérémonie, le dieu des chênes. Le dieu des chênes fut bien étonné à la vue d'un être humain. Cependant, s'il s'en étonnait, il fut rassuré au constat que ce dernier ne portait aucune hache à son côté. On imagine aisément combien un bûcheron n'avait pas sa place dans le cœur des arbres. Le dieu des chênes fit venir à lui cet énergumène audacieux. Il voulait s'enquérir des raisons d'une présence opportune. Jawen, le charbonnier, se livra sans faire de mystère, sans même tenter de minimiser sa responsabilité. Et si par générosité d'un ou deux tisons ardents il pouvait bénéficier... Prends ce fer et pique dans le feu. Emporte avec toi ce dont tu as besoin, et n'y reviens pas. Fais-en bon usage, répondit gravement le dieu des chênes. Ainsi fut fait. Il emporta 2 tisons bien rougis. Jawen s'en retourna à sa clairière, avec le sentiment d'avoir poussé la porte d'une rêverie oubliée par quelques promeneurs assoupis l'été passé.
tout est si étrange au cœur de Brécélien. Les tisons ravivèrent très vite le feu, et au matin, lorsque les compagnons de Jawen pénétrèrent la clairière, tous deux affichaient un sourire satisfait au vu de la fouée fumante, tout autant que du plaisir d'avoir passé la Noël parmi les leurs. Lorsqu'ils échangèrent quelques nouvelles, Jawen se garda bien d'évoquer son incroyable aventure. Le surlendemain, après que les 3 charbonniers eurent étouffé la fouée pour en extraire le charbon de bois, les 2 compères de Jawen s'affairaient à la mise en sac du combustible destiné aux forges. Jawen, quant à lui, étalait les cendres, l'esprit encore habité par les événements de la veille, dont il n'était plus tout à fait certain de les avoir vécus. Soudain, au centre du cercle encore fumant, un vif éclat le tira de sa réflexion. Il s'agenouilla. Du revers de la main, il dégagea... Oh, était-ce possible? Là-bas, les 2 autres étaient occupés à charger les sacs dans une charrette à bras, tout en échangeant quelques plaisanteries grivoises. Ils ne prêtaient aucune attention à Jawen, qui porta de nouveau un regard ébahi sur sa découverte. Bouche bée, il n'en croyait pas ses yeux. Mais pourtant, si, c'étaient bien 2 pépites, 2 énormes pépites d'or, et pas des petites, des grosses, grosses comme le poing fermé de Mathurin. Mathurin, la brute locale de lutte bretonne. Damgast, c'est dire. Peut-être y en avait-il d'autres. Fiévreusement, il remua la cendre, en vain. Alors d'un coup, il comprit. Ça ne servait à rien de chercher plus. Il n'y aurait que 2 pépites, pas une de plus. L'air de rien, il jeta un rapide coup d'œil vers ses compagnons. Ni vu, ni connu, Jawen glissa son secret tout au fond de sa poche, en prenant soin de mettre par-dessus son mouchoir et sa discrétion. « Dis-nous, Jawen, t'as bien une tête de simplet à sourire bêtement de la sorte depuis le matin ?» se moquaient ses 2 aînés. « Vois-tu donc pas cesser, hein? Quel bénet tu fais! On dirait un qu'à marcher sur l'herbe d'oubli. » Mais Jawen se moquait bien des fanfaronnades de ses compères. Il n'était plus vraiment là. Il était loin, Jawen, loin dans ses pensées. Il ne connaissait pas grand-chose au monde, c'est vrai. Pourtant, il savait bien qu'on ne trouvait pas d'or en terre de Brécélien. Ces fameuses pépites, ces fabuleuses pépites, elles avaient quelque chose à voir avec sa rencontre merveilleuse. C'était à ne pas en douter. Il avait ramené bien plus que de simples tisons ardents. Le dieu des chênes lui avait fait don de 2 tisons magiques, et chacun avait produit une pépite. S'il avait su, Jawen, il en aurait pris 3 ou 4 ou 5, une dizaine, des brassées de tisons ardents. Il était loin dans ses pensées, Jawen. Il était encore plus loin dans ses projets. Il ne se voyait plus charbonnier, plus du tout. Il se voyait dans une belle demeure, maître d'un manoir, tiens. Un manoir avec des cheminées dans chacune des pièces. Et chaque soir, il tirerait à la courte paille avec lui-même pour savoir qui de lui ou de lui aurait le plaisir de surveiller une belle flambée dans l'âtre, tout à déguster de bon vin et savourer quelques volailles rôties qu'il aurait chassées sur ses terres. Car il irait chasser à cheval, dans le matin brumeux d'automne, accompagné de ses chiens. « Oh, Jawen, t'es où donc, Jawen? T'es vraiment un drôle ce jour. Quoi que t'as bu, dis mon gars. Jawen, t'es avec nous? » Non, il n'était plus avec eux, Jawen. Il était parti. Il les avait laissés là. Il n'avait donné aucune explication. Jawen était parti sans se retourner sur son passé. Il a pris la route de Paris, loin, là-bas, vers l'est. Il est allé vendre ses 2 pépites d'or. Pour ne courir aucun risque, le malin avait pris soin de bien les noircir avant de les dissimuler dans un sac de charbon de bois qu'il portait par-dessus l'épaule. Jawen reçut beaucoup d'argent en échange de ces 2 pépites. L'argent lui suffit pour acquérir un manoir et quelques terres qui allaient avec. Et dans le grand salon aux tentures épaisses, chaque soir, Jawen profitait à volonté de bonnes flambées, laissant son regard courir sur les poutres ornées de peintures délicates. Il aimait à regarder mourir le feu, songeant à cette vie misérable de charbonnier, bien heureux de s'en être affranchi. Ces instants d'oisiveté alternaient avec de longues chevauchées dans les prés et les bosquets alentours. Il finit par sombrer dans une paresse insouciante.
C'était l'avant-veille de Noël. Jawen avait couru la campagne tout le jour. Il rentrait au petit trot, traversant un bois. Devant lui, la forêt nue semblait se voiler de brume. À l'instant de fendre les premières nappes, Jawen sentit une diffuse odeur de brûlé. Ce n'était pas de la brume, de la fumée. Il y avait un feu. Son passé ressurgit. Il pensa à la proximité de Charbonnier. La nappe était trop vaste, trop épaisse. Elle gagnait l'ensemble du sous-bois. Un feu de broussailles peut-être? Les yeux lui piquaient, et son cheval manifestait une évidente nervosité. Jawen gagna la lisière au plus vite, et il comprit. Au loin, une épaisse colonne noire de fumée montait du manoir en flammes. La bâtisse brûla toute la nuit. Au matin, il n'y avait plus rien, rien que des cendres fumantes. Jawen était désespéré. Il était revenu à son point de départ, si ce n'est que le cercle de cendres était plus vaste. Et comme il fouillait sans conviction cette étendue de cendres en quête de quelque objet à sauver du brasier, il songea à regret au plaisir ressenti un an plus tôt, à la vue des pépites découvertes dans cette même poussière du passé qu'il piétinait. Un an tout juste ce soir. Et pourquoi la creusée de Tressilien ne serait pas cette année encore le lieu de célébration du bel hiver? Jawen n'avait plus d'autre bien que son cheval. Il monta en selle, se mit en route pour le pays mystérieux de Brécillien. Ils traversèrent la campagne du pays gallo, franchirent vallons et collines. Ils avaient pour compagnon le soleil rasant d'hiver et des airs de violon évoquant quelques ballades éperdues au cœur de landes grises. Aux portes de Brocéliande, malgré la fraîcheur du soir, le cheval écumait. Son cavalier était fourbu. Joyeux, le clocher des forges de Pimpon chantait l'Angélus. Jawen abandonna son cheval pour continuer à pied. Après avoir emprunté au garçon d'écurie une lanterne, un seau de fer et quelques vêtements élimés, il salit ses mains à la manière des charbonniers. Ceci fait, il tourna le dos à l'étang des forges et s'enfonça dans la forêt, longeant le ruisseau de Tressilien. L'air du soir embaumait les arbres mouillés. La petite lanterne convenait fort bien à cette nuit de Noël. De son pas régulier, Jawen brassait l'épais tapis de feuilles mortes. Parfois, son pied butait, râpait sur d'invisibles racines, un gros caillou mouillé. Il suivait le chant discret du ruisseau, pensait l'avoir perdu pour le retrouver plus loin, grâce au son clair d'une courte cascade. Il erra un temps infini, en quête d'une lueur, l'éclat d'un brasier. Il s'arrêtait souvent, l'oreille tendue, avec l'espoir de quelques chants diffus, de musiques étranges. Mais il n'y avait rien à entendre, rien d'autre que les bruits de la nuit, si familiers aux charbonniers. Rien de plus que l'impact clairsemé des larmes de pluie suspendues aux arbres tombant au sol. Au cœur de cette incertaine veillée de Noël, une église lointaine invitait à la messe de minuit. Pour qui cherche le merveilleux, se perdre en Brécillien, c'est trouver son chemin. Et comment mieux se perdre qu'à voir surgir un grand cerf monté par une elfe légère, agrippée à ses bois, et l'improbable équipage de disparaître dans les taillis, suivi d'un lièvre, portant sur son dos un individu étrange, pipe au bec, coiffé d'un haut de forme à grelots. « Dépêchons-nous, dépêchons-nous » rouspétait ce dernier. « Les réjouissances auront commencé avant nous. » En trois bonds, tous disparurent dans une même direction. Jawen n'eut pas le temps de s'étonner. Il s'empressa de les suivre, guidé par les bruissements qu'il percevait encore, et au chant clair du grelot. Bientôt, il perçut des notes de musique, des notes lumineuses. Elles venaient à lui, errant dans l'air du soir. Elles flottaient, dispersées. Elles étaient 100, elles étaient 1000, à virevolter comme autant de lucioles dorées dans la ramure invisible des arbres. Et plus Jawen approchait, plus les notes suspendues illuminaient la nuit. Il marchait au cœur de mélodies légères, et les sylphes et les nymphes marchaient dans ses pas. Il entra dans la clairière comme dans un rêve retrouvé. Au centre, un brasier s'élevait en une large colonne de feu. Des flammes de toutes les couleurs jaillissaient, et des rondes de danseurs évoquaient un théâtre d'ombre, révélant les silhouettes de créatures fantastiques. Son chapeau malmené entre les mains, Jawen s'avança non sans crainte.
Il fut tout de suite emporté dans une farandole, puis par une autre. Personne ne paraissait tenir compte de sa condition d'humain. Il passait de main en main, on lui saisissait le bras, tournicotait dans un sens, viré dans l'autre. Les gigues endiablées se succédaient sans que Jawen ne puisse s'en extraire. Il était pareil à l'imprudent tombé dans la mer du haut des falaises, prisonnier des tourbillons d'eau écumante, balayé sans fin par des vagues déferlant sur la côte. Lui, Jawen, n'allait pas se noyer, juste mourir d'épuisement. Combien de malheureux avaient ainsi péri de s'être aventurés en terre magique, condamnés à danser jusqu'au chant du coq noir. Au coq gris disparaissait la folle compagnie. Au chant clair du coq blanc, le téméraire gisait sans vie. Jawen chancelait, ses jambes fléchissaient. Il y eut soudain une grande clameur. Le dieu des chênes venait de paraître. Majestueux, l'être des bois vint prendre place au foyer. Et comme il esquissait le geste de s'asseoir sur un trône invisible, de son corps d'écorce sèche grandirent branches et racines allant s'ancrer dans le sol, formant ainsi un trône végétal digne d'un roi. L'énorme tête noueuse toisa l'assemblée féerique, et malgré une absence apparente de Dieu, elle exprimait une grande satisfaction du bon déroulement des festivités. La clameur redoubla d'intensité avant de retomber d'un coup. Le dieu des chênes venait de remarquer la présence de Jawen. Il le fit venir à lui. « Encore toi, donc !» Le souffle court, Jawen balbutiait, les pieds en dedans, le regard baissé. Il se montrait confus de cette nouvelle intrusion, justifiant à nouveau sa présence inopportune par un manque d'attention à l'égard de sa fouée. Cette nuit encore, le mauvais sort l'avait désigné pour veiller la meule de bois. Cette nuit encore, il s'était endormi. Au réveil, la meule ne fumait plus. Si par bonté il avait pu profiter de quelques tisons ardents, 7 ou 8, peut-être une dizaine, le temps était si humide. Une douzaine de bonnes braises ne serait point de trop. Le feu aurait ainsi toutes ses chances de reprendre au plus vite, sans vouloir abuser. J'ai avec moi un baquet de fer d'une bonne contenance. Ainsi donc, ta fouée s'est à nouveau éteinte. Tu fais un piètre charbonnier. Eh bien, soit, pique dans le feu, charbonnier. Pique dans le feu et tire les bûches que tu veux. Déjà, Jawen avait en main un tisonnier qu'il planta vivement dans le rondin le plus proche. Et le dieu des chênes d'ajouter comme une sentence. Nous verrons si tu dis vrai. Jawen crut vaciller. Il se ressaisit pourtant et sortit un premier tison du feu. Il jeta celui-ci dans son baquet de fer, puis en tira un second, rejoignant le premier. Lorsqu'il piqua le troisième, il tenta vainement de le ramener à lui. Rien n'y faisait. Jawen s'arc-boutait, tirant de toutes ses forces tant qu'il pouvait. Par quelque mauvais sort, la pièce de bois rougeoyante ne bougeait pas d'un cil. La chaleur du foyer devenait insupportable. Elle lui chauffait la face, le brûlait au point qu'il voulut lâcher le pic, fiché dans la bûche incandescente. Mais ses deux mains semblaient rivées au tisonnier. Des flammes commençaient à lécher le métal chauffé. Autour du brasier, l'ensemble des peuples de la forêt dansaient, sautaient en de larges cercles, emportés par la folle musique, où se mêlaient trompes et cornes, lyres et bombardes, violons et balafons, et personne n'entendit Jawen, tant la clameur festive était grande. Au matin, une brume diaphane couvrait la creusée de Tressélien. En son centre subsistait un cercle de cendres fumantes. Un peu à l'écart, dans une herbe 1000 fois foulée, un vieux seau versait sur le côté. Son contenu, quelques morceaux noircis de charbon de bois, finissait de s'y consumer. Une légende rapporte qu'à cet endroit, un chêne a poussé. Il a grandi là, s'est épanoui au milieu de la creusée de Tressélien. La réalité est tout autre. Il y en a qui disent avoir vu, au plus profond de la forêt, une bien étrange silhouette. Elle hante depuis des siècles les sous-bois de Brocéliande. Certains évoquent une créature longue, effilée, pareille à un homme, si ce n'est que sa peau pareille à l'écorce des arbres, est noueuse, crevassée. Ses bras et ses cheveux
évoquerait de longues branches tortueuses. Cet être mystérieux rôde, erre et se lamente doucement. Si on ne le voit pas, on peut l'entendre. On peut l'entendre au son creux d'un baquet de fer qu'il traîne avec lui. Chaque fois qu'il heurte une racine, un rocher, le bruit se propage et résonne, loin dans la forêt. Et c'est fini. Ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets la petite illustration de Robin Goodfellow, parce qu'elle est toute chouki. Voilà, regardez comme il est chouki. Ça fait pas la mise au point évidemment, mais voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. Alors du coup, comme je l'avais dit, il y a eu beaucoup de coupures. Il y a beaucoup de phrases que j'ai répétées 4 fois, 5 fois. Du coup, je vous ai épargné ça. Ben, j'espère que ça vous plaira. Je pense qu'à un moment, l'appareil photo a lâché la vidéo. Donc peut-être que dans la vidéo finale, il y aura un moment où l'image se figera pendant un petit moment pour combler le laps de temps entre le moment où l'appareil s'est arrêté et le moment où j'ai remarqué ça et que je l'ai relancé. Mais à part ces petits détails, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura relaxé, que l'histoire était intéressante. J'espère que je lisais pas trop mal, et j'espère aussi que vous m'entendez, parce que là, par exemple, je suis en train de parler à mon appareil photo, alors que le micro est juste là. Voilà, je suis pas très futé, j'étais vraiment en train de me tourner vers l'appareil photo. L'appareil photo filme et le micro enregistre. Voilà. Et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne nuit, et à la prochaine fois pour une autre histoire. Voilà. Bonne soirée.